Il est 8h17, le petit déjeuner ce matin. C'est le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Oui, bonjour général Dominique Trinquant. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, la Russie s'est-elle embourbée en Ukraine plus d'un mois après le début de la guerre? Poutine a-t-il sous-estimé la résistance ukrainienne? A-t-il perdu le contrôle de ses troupes? Désabusé un peu? Quelle stratégie? Où en est l'OTAN? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons par le factuel, la situation actuelle. Alors, les soldats russes ont quitté visiblement Tchernobyl. Il y aurait même un retrait dans la région de Kiev. En revanche, on voit que les combats font rage à l'est, et notamment du côté de la ville de Mariupol, qui est un port stratégique. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ? Alors ça signifie d'abord un changement de stratégie. La stratégie initiale du président Poutine qu'il avait annoncée, c'était démilitarisation, dénazification. Par dénazification, il entendait changement de gouvernement. Ouais. Il pensait que ça allait se passer très vite, et ça ne s'est pas passé très vite. Et donc on a assisté pendant 4 semaines à un changement de stratégie en cherchant quels étaient les points sur lesquels la Russie pouvait s'appliquer. Et vous parlez du Nord, donc Tchernobyl, ouais. Kiev. À l'évidence, ils se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient jamais. Prendre Kiev, c'était beaucoup trop grand, ils n'y arriveraient pas. En revanche, ils obtenaient des succès justement dans le sud. Vous parliez de Mariupol, ouais. Port important. C'est le sud et le sud-est. Voilà. Ouais. Et ça permet d'assurer une continuité entre la Crimée, qui a été annexée, il faut le rappeler, en 2014, et le Donbass, qui a déclaré son indépendance juste avant l'opération. Et donc, il y a une bande de terrain entre ces deux points, avec Mariupol dedans, et qui fait que la mer d'Azov devient une mer russe. Et là, il y a eu des progressions. Donc, si vous voulez, il y avait 4 axes d'attaque, j'allais dire Kiev, et puis 2 axes intermédiaires et l'axe du Sud. Et c'est l'axe du Sud qui a remporté des succès. Oui. Et donc, suivant une stratégie assez normale, on renforce le succès. C'est-à-dire que s'il y a des renforts à envoyer, on les envoie là. Et donc, on dessert l'étau ailleurs. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça veut dire, comme vous le disiez, mauvaise appréciation de situation. L'armée ukrainienne est meilleure qu'on ne le pensait. L'armée russe est moins bonne qu'il le pensait. Et du coup, il faut, principe de réalité, adapter le dispositif. Oui, c'est ça. Bon, alors après, est-ce que c'est une stratégie un peu de faux repli aussi pour mieux revenir par la suite? Ou est-ce que, il veut conforter? Alors, d'un point quand même sur Mariupol, c'est assez intéressant. C'est en ce moment, hein, c'est une ville donc stratégique, vous l'avez dit, sur la mer en fait. Voilà ce port. Il y a un couloir humanitaire qui a été mis en place. La ville avait plus de 400 000 habitants. Là, il y a environ un peu plus de 200 000 aujourd'hui. L'objectif, c'est d'évacuer quand même cette population, quoi. Alors aujourd'hui, si vous voulez, l'évacuation des populations d'une ville comme Mariupol, ça rentre dans la stratégie militaire. Ouais. Vous faites sortir les civils, comme ça vous pouvez écraser les défenseurs qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, les forces tchétchènes, le président Kadyrov a dit qu'il a donné 24 heures à la brigade qui est enfermée dans une usine, en fait, qui a décidé de se défendre, leur a dit, rendez-vous, jetez les armes, on vous fera rien, parce que on veut conquérir. Donc, pour le président Poutine, extrêmement important d'avoir Mariupol, parce que enfin, il y aura une ville ukrainienne qui sera tombée dans l'escarcelle russe, et il faut se souvenir qu'en 2014, il n'avait pas réussi à la prendre. Donc ça serait un grand succès. Et ensuite, alors pour répondre à vos questions plus directement, ça sert à quoi tout ça? Je pense que ça sert à pouvoir rentrer en négociation. Ça ne veut pas dire la paix éternelle, ça veut dire des propositions. Alors il y a eu une réunion à Istanbul il y a 2 jours. Là, les négociateurs annoncent des réunions dans plusieurs semaines. Donc vous voyez, 2 à 3 semaines. Donc je pense que ça va être des négociations sur le statut de l'Ukraine, bien sûr. Et les négociations sur les gains territoriaux, c'est quelque chose qui pourrait se terminer comme ça s'est terminé en 2014 par le Donbass, c'est-à-dire une occupation de facto par l'armée russe, avec la complicité d'un certain nombre d'Ukrainiens de la région, de cette région-là. Et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que à terme, c'est pour rebondir ailleurs ou pas? Je crois que l'armée russe et le président Poutine, même s'il est mal informé, dit-on, de ce qui se passe réellement, je pense que l'armée russe se rend compte de ses limites. Elle s'imaginait bien plus forte qu'elle n'était. Elle a fait la guerre en Syrie, mais avec 5000 hommes et beaucoup d'aviation. Elle a fait la guerre en Tchétchénie, mais ça s'était pas bien passé. Elle pensait avoir redressé la barre, et là, apparemment, elle s'est aperçue que ça n'allait pas. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible, ça, évidemment, que les conseillers de Poutine l'informent mal sur le déroulé de la guerre, comme on dit?
Oui, alors c'est possible parce que vous l'avez vu lors de la séance télévisée incroyable au Conseil de sécurité, tous ses conseillers tremblent devant lui et ont intérêt à dire la même chose. Ça m'amusait beaucoup parce qu'à l'ambassade de Russie, on me disait il a pris l'avis de ses conseillers. Je lui dis attendez, il prend pas l'avis de ses conseillers, il leur fait dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc il n'est pas impossible que la dernière tranche, celle qui doit l'informer, n'ose pas lui dire la réalité du terrain. Et comme, bien que ce soit un président du 21e siècle, il n'est pas connecté, ben, il n'a pas les informations que nous avons tous les jours. Ouais, vous pensez que c'est à ce point-là. L'armée russe était mal préparée aussi, c'est ça? Problème de ravitaillement, de logistique, où les troupes étaient coupées un peu du ravitaillement? Oui, alors, ça, vous savez, vous avez devant quand vous... même, en 2022, c'est complètement incroyable, quoi. Oui, vous avez raison, et vous avez devant vous quelqu'un qui a préparé la guerre avant 90. Hein. Ouais. J'étais officier opération de 2e corps, j'avais face à moi l'armée russe, et on préparait les plans. Et on pensait, après... En particulier dans la logistique, elle s'était améliorée. Ben non, elle ne s'est pas améliorée en logistique. En technique, on a découvert des choses incroyables. Ils parlent en clair sur les réseaux. Ils n'ont pas des réseaux chiffrés. On a parlé des 6 généraux qui ont été tués. Oui. Moi, je ne crois pas à l'affaire des snipers. C'est simplement que les PC ont été repérés par le renseignement américain, transmis aux Ukrainiens qui ont bombardé les PC. Oui. Ça veut dire qu'ils ont des PC qui sont électromagnétiquement peu protégés. Et puis, il y a les ressources humaines, le problème des soldats russes, dont on en a vu un certain nombre qui désertaient, qui partaient. Le mois d'avril, c'est la relève des contingents en Russie. Donc il va y avoir un gros problème là aussi. C'est qu'il y a des soldats qui vont rentrer chez eux, avec les mauvaises images qu'ils ont eues. Et puis, il y a des jeunes soldats qui vont arriver, mais qui vont naturellement pas arriver en avril. Ils vont pas arriver avant mai ou juin. Donc là aussi, ce retrait russe partiel, c'est aussi une réorganisation interne de l'armée russe en cours d'opération. Oui, parce que l'une des questions qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que Poutine se contentera, entre guillemets, hein, je mets ça entre guillemets, de l'Est, de la partie Est de l'Ukraine, quoi. Alors écoutez, moi j'ai une vision, permettez-moi de vous dire, beaucoup plus géostratégique. Je pense qu'on regarde l'Ukraine, mais il faut regarder le monde. Et nous, de notre Europe, avec les Américains, on dit les Russes sont isolés, ils sont perdus. C'est faux. Dans le monde, il y a beaucoup de pays qui les suivent. Quand vous voyez les votes au Conseil de sécurité, bien sûr, il y a eu 140 votes, à l'ONU, par le Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, il y a eu 140 votes pour, il y a eu plus de 40 abstentions, et quand vous faites le total, c'est la moitié de la population mondiale. Donc on s'aperçoit que quand vous parlez, j'interviens beaucoup sur des chaînes étrangères, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, la position occidentale, si je mets tout ça dans le même paquet, est très contestée. Et pourquoi elle est contestée? Parce que, si vous voulez, et là on rentre dans un autre domaine, le domaine des valeurs. Et les valeurs occidentales, la démocratie, la façon dont nous voyons le monde avec tous le woke et compagnie, ça n'est absolument pas partagé dans ces pays-là. Et là, ils nous disent, mais attendez, tout ça c'est un complot occidental, et nous, on est plutôt du côté de alors ça, on vous dit ça où alors? Ce sont les pays si vous voulez, au Moyen-Orient? Au Moyen-Orient, je suis interrogé par une chaîne et qui commence par me dire, alors qu'avez-vous à nous dire sur la libération du Donbass? Je dis, pardon, la libération du Donbass? Et voilà, et ça commence comme ça. Donc, et puis on vous rappelle 2003 l'Irak, 2004 l'Irak, on vous rappelle la Libye, on vous rappelle, alors plutôt pour les gens plutôt slaves, le Kosovo, en disant, attendez, il y a quand même des tas de trucs qui ont été faits qui ne sont pas admissibles. Donc je pense qu'il faut qu'on soit plus humble, moi je crois en nos valeurs, mais il faut qu'on soit plus humble, qu'on regarde plus et qu'on comprenne ce mouvement que j'avais déjà vu. Vous disiez que j'étais aux Nations Unies de 2004-2000. À l'époque, à l'ONU, déjà, on sentait que le monde ne partageait pas exactement ce qu'on pensait, quoi. Voilà. Et puis, alors après, il y a la bataille du renseignement. Alors, il y a le chef du renseignement militaire français là qui vient d'être limogé, hein, c'est ça. Il part plutôt. Pourquoi il paye entre guillemets les failles, là, c'est-à-dire que les Américains nous avaient prévenus, eux étaient persuadés que Poutine allait bien attaquer, et nous, les Occidentaux, entre guillemets, de l'Europe, c'est-à-dire avec les Allemands, on ne partageait pas cette vision. Oui, on l'a bien vu dans la préparation de l'opération. Les Américains et les Anglais, qui étaient surtout du renseignement américain, étaient très très bien informés, savaient ce qui se passait, annonçaient. On avait des doutes. Moi, j'ai vécu 2003, 2004 à New York, donc j'avais toujours des doutes sur l'information américaine, sur l'Irak, bien sûr. Et je pense que les Français ont fait pareil.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc mettez en doute l'information que donnent les Américains. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien regarder que la France était concentrée sur le Sud, sur le Sahel, sur le Moyen-Orient. Et donc, la France a beaucoup de capteurs, mais pas tant que ça. Les Américains, eux, depuis 2014, sont concentrés sur l'Est. Donc, je pense qu'il y a eu un décalage dans la ressource de renseignement qu'on a consacrée. Et puis, on a un principe qui est assez simple dans l'armée, c'est le chef qui paye. Et donc, le chef du renseignement militaire, vous n'avez pas donné les bonnes informations, terminé, au revoir, et on vous remplace. Oui, il n'avait pas effectivement les bonnes informations. Est-ce que maintenant on travaille main dans la main avec les Américains, justement, depuis? Alors moi, je crois. Ou est-ce qu'il y a la peur aussi d'être, entre guillemets, un peu exploité, mais il y a deux points. Il y a deux points. Ouais. Je pense qu'il faut travailler main dans la main, mais il faut être soupçonneux de toute façon. Soupçonneux sur ce que disent les Russes, soupçonneux sur ce que disent les Ukrainiens, soupçonneux sur ce que disent les Américains. Un bon chef du renseignement, c'est quelqu'un qui n'a jamais de certitude, qui se pose des questions en permanence. D'où l'intérêt d'ailleurs de savoir qui va remplacer le chef du renseignement actuellement. Il faut que ce soit quelqu'un, non pas de psychorigide, mais quelqu'un qui aille... quand on lui annonce quelque chose, mettre en question toujours ce qu'on lui annonce. Oui. Et alors, il faut prendre en plus tout en compte, tous les critères. Et bien sûr, il y a les sanctions, il y a la diplomatie à côté du militaire. Les sanctions que veut appliquer Poutine à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que faire payer le gaz en roubles, vous y croyez, il va le faire, et ça risque d'aggraver un petit peu la situation. Alors, je pense qu'il va le faire. C'est un tour de poker compliqué. C'est le dernier qui se couche. Je pense qu'il aide beaucoup le gouvernement allemand, parce que le gouvernement allemand ne pouvait pas prendre cette décision. Et là, c'est pas le gouvernement qui la prend, c'est Poutine. Donc, et en quoi ça l'arrange? Le gouvernement allemand, là, en l'occurrence. Le gouvernement allemand, parce que il est à 60% de dépendance du gaz russe. Donc, dire on va couper le gaz, c'était mission impossible pour lui. Mais là, c'est les Russes qui disent qu'ils vont le couper. Donc, c'est pas de la faute du gouvernement allemand, c'est de la faute des Russes. Alors après, il va falloir trouver les palliatifs, c'est sûr. Et l'Europe est en train de s'organiser pour ça. Ça va pas être immédiat, puisque les cuves sont quand même à peu près pleines encore. C'est pour l'hiver prochain. Et donc, il y a 1 an pour s'organiser. Ça va être compliqué, mais je crois que Poutine facilite la prise de décision en Allemagne. Et parallèlement, est-ce que la diplomatie peut avancer? Vous avez évoqué les négociations tout à l'heure aussi avec la Turquie qui est rentrée dans le jeu diplomatique. Et d'ailleurs, la France, avec qui on était un peu brouillé avec la Turquie, on discute avec la Turquie pour essayer de discuter avec Poutine. Oui, bien sûr. Il faut absolument faire fonctionner tous les canaux diplomatiques. Vous citiez France-Turquie. Lors du sommet de l'OTAN, il y a eu un aparté entre le président Macron et le président Erdogan assez long. Dans lequel ils ont enterré la hache de guerre, si j'ose dire, et décidé de travailler ensemble, parce que c'est l'avenir du monde, c'est très important ce qui se passe. Donc il faut impérativement négocier. Et je pense en particulier qu'il faut avoir bien à l'esprit que Poutine a commis une erreur majeure en faisant la guerre, mais nous ne sommes pas contre le peuple russe. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sondage qui sort, 89% du peuple russe est derrière le président Poutine. Oui, alors bon, est-ce que c'est un bon sondage ou pas Non, les sondages en Russie, c'est compliqué. Parce qu'il y a la guerre d'information, de la manipulation un peu partout, bien sûr. Je suis d'accord, mais en discutant avec des Russes, je suis quand même frappé sur le gouffre qu'il y a. Et donc... il faut leur parler, c'est avec eux, et puis reconnaître les valeurs, j'en parlais tout à l'heure, qui sont différentes. On n'est pas obligé d'être pareil. Même dans l'Europe, on est différent entre les Hongrois, les Polonais, les Français, les Allemands. Mais est-ce qu'on peut quand même, à court terme, assez vite, trouver un terrain d'entente pour une fameuse Ukraine neutre, un terrain de neutralité, et puis la partie Est qui serait décrochée vers la Russie? On va vers ça ou pas? Moi, je crois que la neutralité va pouvoir se négocier facilement. Assez, parce que les Ukrainiens ont fait beaucoup d'avancées, ont dit beaucoup de choses. Le problème territorial, c'est un autre sujet. Parce que si vous voulez, comment l'Ukraine peut accepter qu'une partie de son territoire soit occupée, et comment le président russe peut dire, finalement, vous avez vu, on a eu, je sais pas combien, 15 000, 20 000 morts, mais on se retire. C'est quand même compliqué. Donc, c'est pour ça que je crois à un pourrissement de la situation locale, ce qu'on appelle des conflits gelés. Vous savez, quand ça s'est passé en 2014,
C'était il y a 8 ans. Oui. Et puis on en a pu parler quasiment pendant 8 ans. Oui, mais alors il n'y avait pas toutes les incidences et conséquences, et évidemment c'était... Mais c'est toujours quand ça vous saute à la figure que vous regardez les trucs. Hein. Avant... Bon, là on va vers une situation du pourrissement et un enlisement peut-être de la situation qui va durer alors pendant des mois. Qui va durer, qui va amener des changements profonds, à la fois en Europe, mais je pense dans le monde aussi. Merci, Général Dominique Trinquant, donc, pour cet éclairage, ces explications sur ce conflit qui est en cours. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.